Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Après l'attaque meurtrière au Niger, revendiquée par l'État islamique, la tension est montée d'un cran dans la sous-région. Les autorités nigériennes ont accusé la Côte d'Ivoire d'être impliquée, directement ou indirectement, dans cette attaque. À Abidjan, la riposte ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement ivoirien a rejeté fermement ces accusations, convoqué la représentation diplomatique nigérienne et dénoncé des allégations graves, sans preuve, aux conséquences dangereuses pour la stabilité régionale. Face à cette escalade verbale et diplomatique, des experts se prononcent. Ils analysent les faits, les réactions officielles et les véritables enjeux sécuritaires et politiques derrière cette crise. À ce niveau de responsabilité, à tenir des propos sans même prendre la peine à un certain moment de vérifier sa source d'information. Mais vous êtes le premier responsable de l'État. Vous donnez une information qui est archi fausse. Parce que l'information est archi fausse. Puisque l'État islamique a revendiqué, l'État islamique, en plus même d'avoir fait un communiqué, a montré des vidéos avec ces éléments en train d'attaquer. Bon, à quel moment c'est l'État de Côte d'Ivoire, ou bien c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire qui a favorisé ces attaques-là? Ça a mis à nu l'irresponsabilité, excusez-moi du terme, mais notoire, des propos du président nigérien. Alors, comment ça, c'est dommage, en fait, que le premier responsable d'un pays, on aurait pu même comprendre, même ça accepter, mais comprendre que ça vient de quelqu'un d'un citoyen lambda qui, pour emporter par ses propos, comme je le dis, toujours populistes et sans qui ne repose sur aucun fait, on pourrait comprendre ça. Mais du premier responsable qui est censé avoir toutes les informations en temps et en heure, mais ça nous montre à quel niveau de sécurité vraiment ce pays-là est. Regardons un peu les propos du porte-parole du gouvernement qui dit que lorsqu'il s'agissait d'accusations globales sur la Côte d'Ivoire, le gouvernement estimait que bon, il ne fallait rien dire. Mais une fois que le nom du chef de l'État est mentionné, automatiquement la Côte d'Ivoire réagit. Ensuite, elle reçoit donc l'ambassadrice et elle dépose un courrier de protestation. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu réponse. Comment est-ce que vous appréciez ces... Mais la Côte d'Ivoire ne pourra jamais avoir de réponse. Pensez-vous? Mais la réponse, tout le monde la connaît. Elle est de notoriété, elle est sur la place publique. C'est archi faux ce qui a été dit. Il n'y avait aucune vérité à l'intérieur. Ça a été purement et simplement une fausse information. En d'autres termes, on dirait du mensonge. Voilà, donc il y a vraiment... Vous n'aurez aucune réponse d'eux parce que le démenti, il a été cinglant et il a été fait par les auteurs même de l'attaque qui ont dit d'où ils viennent et tout le monde les connaît, c'est de notoriété. Ils sont même pour la plupart nigériens de nationalité, algériens de nationalité, maliens de nationalité et burkinabés de nationalité. Vous prenez quelqu'un comme Diko, il est burkinabé. Donc tout ça, on les connaît, ceux qui dirigent ces groupes terroristes-là, on connaît leur nationalité, c'est connu, ils ne se cachent plus. Il faut désormais même des vidéos qui rendent publiques, qui rendent virales. Donc moi, je ne sais pas quelle réponse on attend. Maintenant, quand le ministre dit que tant qu'on ne parlait pas du chef de l'État, il se disait que c'était global, non. Mais il y a eu une interview du président burkinabé où il a cité normalement le président ivoirien, où il a dit que le président ivoirien, il a fait une interview il y a quelques mois de cela, on a tout ça encore à mémoire, où il a accusé ouvertement le président ivoirien. Voilà, qui ne fait rien pour que les choses s'arrangent et tout ça, il a accusé la Côte d'Ivoire et son président. Donc, j'estime que peut-être en ce temps précis, en ce moment-là, les responsables ivoiriens se sont dit, ben, c'est des choses qui vont passer. Mais ils se rendent compte que vraiment en face d'eux, ils ont des gens qui sont engagés dans une dynamique non seulement d'intoxication, de fausses informations, mais surtout de diffamation sans aucune preuve. Et ça, si on ne réagit pas, ça risque vraiment de faire tache d'huile. Et c'est au bon moment que l'État réagit. J'espère que ça va rentrer dans les oreilles de tous et les gens comprendront que désormais, avant de prendre la parole, il faut peser les mots avant de les sortir. Herman, réaction sur justement l'attitude du gouvernement ivoirien qui porte un plan et qui explique et qui dit attendre réponse donc du courrier envoyé à l'État du Niger. D'abord, c'est une très bonne démarche. D'abord, le premier moment, j'ai particulièrement apprécié que notre ministre des Affaires étrangères puisse convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour déjà montrer la fermeté du pays et aujourd'hui la démarche du gouvernement qui vient expliquer les circonstances pour montrer. Ces choses-là, il faut les faire. C'est vrai que quand il dit que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire de façon générale, c'est pas préoccupant, pour paraphraser, pour le gouvernement, et que c'est lorsque l'image du président... Ils ont estimé qu'il n'y avait pas eu de réponse à donner lorsqu'on parlait de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, mais bon, entre autres, moi je pense que pour les deux, le gouvernement doit être concerné. Donc ils font une bonne démarche aujourd'hui, même avec l'action de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ils font une bonne action aujourd'hui d'expliquer et de montrer les niveaux, pour faire comprendre à l'opinion en quoi est-ce qu'ils ne sont pas engagés dans ce coup d'État, ils n'étaient pas engagés dans ce coup d'État-là. Mais je lui ai dit que même pour l'image de la Côte d'Ivoire, même pour la Côte d'Ivoire, il doit être responsable. C'est vrai, comme Élysée le dit, peut-être qu'en ce moment, il n'avait pas jugé important de faire mener certaines actions ou même des clarifications. Aujourd'hui, ils le font, mais il faudrait que
quand il s'agit, parce que lorsqu'on laisse passer, on se dit non, que ça va passer, c'est des trucs bénéfiques. Après, ça continue et ça encourage peut-être. Ouais. Voilà, c'est le narratif continue et peut-être que ça envenime davantage la situation. Daouda? Merci beaucoup, Christelle. Vous me permettrez d'aller un peu dans le Coran et dans la Bible, parce que je sais que quand je vais évoquer cela, vous allez vous rappeler de cette histoire. Je vais la rendre très courte. Dans le verset 12 du Coran, il y a... Lequel sourate? Le verset 12, comme je l'ai dit, voilà. C'est la sourate Youssouf, justement. Les frères de Youssouf ont pris une décision terrible. Et quand on parle de Youssouf, on parle de Joseph dans la Bible. Ils ont pris une décision terrible, éliminer à tout prix Youssouf. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de l'éliminer? Parce qu'il était aimé de son père Jacob dans la Bible. Il avait un amour, son père avait un amour profond pour lui et il occupait beaucoup d'espace. Et donc sa présence, forcément, ça dérangeait. Et un jour, comme ça, ses frères ont décidé d'aller dans le désert avec lui. Et finalement, ils l'ont jeté dans un puits, annoncé pour mort. Et finalement, il a été pris par des marchands d'esclaves. Mais je vais arrêter l'histoire là, parce que quelques années plus tard, face à la famine, face au désarroi, c'est Youssouf qui est devenu le sauveur de ses frères. Christelle, à froid. Quand vous regardez l'histoire que je viens de raconter, vous allez voir qu'en filigrane, le comportement des pays sahéliens ressemble trait pour trait au comportement des frères de Youssouf, dans la Bible comme dans le Coran. Les Sahéliens projettent sur la Côte d'Ivoire la responsabilité de leur incapacité à gérer la sécurité de leurs concitoyens. Parce que le faisant, ça leur permet en fait d'un premier temps, de détourner l'attention des causes internes dans leurs différents pays. Un pays comme le Niger où aujourd'hui des enseignants sont obligés de protester dans la rue parce qu'ils n'ont pas de salaire. Première des choses. Ils n'arrivent pas à répondre aux besoins existentiels de leur population. Donc, il faut trouver un ennemi. Voici ces pays-là où il suffit de dire à bas la France, à bas l'impérialisme, et du coup, vous arrivez à souder une opinion autour d'un adversaire extérieur. Et le troisième point, c'est qu'ils créent en fait un récit politique fédérateur. C'est ça qu'ils recherchent. Et la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez que sur ce même plateau, je vous avais donné un proverbe ivoirien très connu où je disais que quand des enfants jouent dans la boue, une grande personne ne se rapproche pas de cette boue parce que si tu te rapproches de ces enfants-là, ils vont t'éclabousser avec cette boue. Donc la Côte d'Ivoire, en pays sérieux, ce qu'elle a fait, elle a convoqué l'ambassadeur. Pourquoi cette fois-ci, justement? Justement, quand vous comprenez les propos qui disent quand on touche la Côte d'Ivoire, bon, on s'est dit ça va passer, mais là, le nom du président, et Élysée a mentionné que le président avait déjà été indexé. Pourquoi cette fois-ci, on a cette réaction, Daouda? Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les accusations sont en train d'aller d'un cran. Et je pense que si vous écoutez le porte-parole du gouvernement, il dit on est habitué à ce type d'accusation. Mais ils en font tellement que, pour dire un autre proverbe, quand on danse avec un aveugle, à un certain moment, il faut lui marcher sur le pied pour qu'il se rende compte que le tango ne se danse pas seul. Il n'est pas seul dans la salle. Et je pense que c'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire convoque l'ambassadeur du Niger. Deuxième des choses, produit une note de protestation, demande des preuves et attend une réponse. Mais parlant de preuves, Christelle, allons-y dans la même histoire de Youssouf. Le Youssouf en question dans le Coran et dans la Bible a été accusé d'agression sexuelle sur la femme d'un dignitaire. Potiphar. Vous vous rappelez de l'histoire? Et c'est un enfant qui a dit comment on appelle ça, que regardez la chemise de Youssouf. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est dans le Coran. Si c'est déchiré de l'avant, c'est que c'est Youssouf qui était en train de faire l'acte d'agression. Mais si c'est dans le dos, c'est que ce n'est pas lui, c'est lui qui était plutôt agressé. Mais on a regardé la chemise. Tout ce que l'État de Côte d'Ivoire demande aux États du Sahel, qu'ils nous sortent la chemise de Youssouf. On leur demande simplement que des preuves. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, en posant ces actes, elle est dans une posture qui est méthodique, loin de la réaction épidermique, comme on peut le voir. Et en gros, quand le porte-parole du gouvernement il parle, il dit en filigrane, nous sommes prêts à être jugés sur les faits, mais pas sur des accusations fallacieuses. Et rappelons que l'attentat a été revendiqué par l'État islamique, mais Abidjan remet au centre du village la mosquée ou l'église pour dire que le problème
n'est pas ivoirien, le problème, il est terroriste. Et le paradoxe, c'est sur ça que je vais chuter. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus engagé dans la lutte contre le terrorisme que la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Parce que c'est cette même Côte d'Ivoire, rappelez-vous, de quelques années en arrière, qui a donné pour plus de 2 milliards d'armements au Burkina. C'est cette même Côte d'Ivoire qui héberge plus de 100 000 réfugiés burkinabés aux frontières, construisant gîtes, offrant gîtes et logis. Comment ça, justement, ils arrivent à manger, ils arrivent à avoir de l'eau, ils arrivent à avoir de l'électricité, aux frais du contribuable ivoirien, comme Maurice aime si bien le citer. Mais quel est le pays aujourd'hui qui n'a même pas intérêt, Christelle, à voir l'un de ces 3 pays se déstabiliser et se déstructurer? C'est la Côte d'Ivoire. Parce que dès l'instant que l'un d'entre eux aura des problèmes, nous allons avoir un afflux massif de réfugiés dans notre pays. Ici. Bien, finalement, il faut pouvoir les gérer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent avec l'ingratitude. La Côte d'Ivoire n'a que trop fait. Nous attendons inexorablement les preuves. Parce que je pense que chacun de nous sur ce plateau connaît l'état de Côte d'Ivoire. S'ils nous sortent les preuves, c'est nous-mêmes qui allons appeler à la barre les responsables de l'état de Côte d'Ivoire pour leur dire rendez-nous des comptes. Parce qu'ici au moins, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Merci beaucoup. Ça aussi c'est important. Qu'ils nous sortent des preuves. Mais tant qu'il n'y aura pas de preuves, je pense qu'ils ne méritent pas qu'on les écoute. Très bien. Vérifiez la sourate. Hein. Je pense qu'il y a un correctif dans le... C'est la sourate 12, je le précise encore. Très bien. Marius Komoé, vous avez écouté le narratif donc, de vos co-débatteurs sur ce plateau. Sous quelle langue vous abordez la question? Pour moi, j'en appelle toujours, et comme je l'ai toujours dit, le sujet qui concerne donc les rapports diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger, donc ces 3 pays de l'AES, nécessite toujours qu'on les aborde avec beaucoup de circonspection. Dans la mesure où nous sommes dans une communauté de destin. Il serait utopique pour nous, Ivoiriens, de toujours encenser ces pays quand on sait le nombre de ressortissants de ces pays dans notre État. Les Maliens sont estimés à plus de 3 500 000 en Côte d'Ivoire. C'est des chiffres officiels. Et cela ne devrait surprendre personne. Les Nigériens, ceux du Niger, pas du Nigeria, les Nigériens plutôt, ceux du Niger, pas du Nigeria, ceux du Niger sont estimés à 1 500 000 habitants. Ici en Côte d'Ivoire. Alors les Burkinabés, c'est plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent ici en Côte d'Ivoire. C'est la plus forte communauté étrangère que la Côte d'Ivoire reçoit sur son sol. Et à l'exclusion de ces 4 millions qui vivent au quotidien avec les Ivoiriens, vous en avez au moins plus des milliers de Burkinabés aujourd'hui aux frontières nord de notre pays. Et Daouda l'a si bien relevé, qui sont nourris, blanchis par l'État ivoirien avec les taxes et les impôts des Ivoiriens. Quand bien même beaucoup d'Ivoiriens, dans nos campagnes, dans nos villes, continuent de crouler sous le poids de la misère, le gouvernement, malgré les réalités que vivent certains Ivoiriens sur leur propre sol, et dont le gouvernement a l'obligation de faire face, n'abandonne pas nos frères d'à côté, nos frères des pays de l'AES, qui sont en situation difficile, en acceptant de les accueillir à nos frontières. On leur a construit des maisons, on leur donne gîte et couvert. Daouda l'a dit, je ne reviendrai pas dessus. Et donc quand on est conscient de ces états de fait, tout ce qu'on devrait faire, c'est d'en appeler au sens de responsabilité des différents dirigeants de l'AES. Je me souviens que le président du Burkina n'avait, dans une de ses sorties, qui avait fait le tour, j'allais dire, des réseaux sociaux dans l'Afrique de l'Ouest, avait de la même manière accusé la Côte d'Ivoire. Et de quelle manière? Il a même été plus loin en promettant de brandir les preuves de cette accusation dans les jours et semaines à venir, qui ont suivi sa déclaration. Jusqu'à ce jour, on n'a rien vu. Et donc, les accusations non fondées, les accusations qui tendent justement à mettre de l'huile sur le feu dans les rapports diplomatiques entre 2 États comme les nôtres, devraient cesser. Le Burkina, le Mali, le Niger ont besoin de la Côte d'Ivoire pour sortir de leur situation. Il faut que l'on comprenne, et surtout les dirigeants de l'AES comprennent, que nous sommes dans une communauté, communauté de destin, et que nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc les accusations non fondées, les accusations tendancieuses devraient pas être leur apanage. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire serait prête, avec ses dirigeants, à les accompagner. Et je suis convaincu
que si on s'en tient au carnet d'adresse du président ivoirien, au plan international et de son aura, il pourrait naturellement œuvrer à concourir à une stabilité dans ces pays. D'ailleurs, il n'a eu de cesse de le faire jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire apporte ce soutien. On n'a pas fermé les frontières avec ces pays qui viennent encore s'approvisionner chez nous, jusqu'à nos ports. Alors, je pense que quand on a regardé tout ça, il faut toujours créer les conditions d'une unité de destin, les conditions d'un rapport, j'allais dire, entre États, diplomatiquement parlant, des rapports non conflictuels, des rapports qui permettent aux différents États de l'Afrique de l'Ouest de converger leurs efforts pour sortir de la situation qui aujourd'hui n'est pas reluisante pour ces trois États en proie à des actes terroristes qui défigurent justement la vision politique de ces chefs d'État de l'AES. Accusations, démentis, réactions diplomatiques. La crise entre le Niger et la Côte d'Ivoire reste ouverte. Entre lutte contre le terrorisme, tensions politiques et enjeux régionaux, les positions se durcissent et les mots pèsent lourd. Une chose est sûre, face à une menace terroriste persistante, la coopération et la responsabilité restent plus que jamais indispensables. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité africaine.